RFI, il est 18h à Paris, 16h en temps universel. Le journal en français facile. Mayol de Charon. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans votre journal en français facile. Nous sommes le jeudi 12 septembre et à la une de l'actualité, cette proposition qui pourrait faire évoluer l'ONU. Les États-Unis sont favorables à ce que l'Afrique ait 2 sièges permanents au Conseil de sécurité. On fait le point avec notre correspondante à Washington dans un instant. L'armée russe annonce une contre-offensive contre l'Ukraine dans la région de Koursk. 10 localités ont été reprises selon Moscou. Les soldats ukrainiens avaient avancé sur plus de 1000 mètres carrés dans cette région russe au début du mois d'août. Le Pérou décrète un deuil national de 3 jours après la mort hier d'Alberto Fujimori. L'ex-président condamné pour crimes contre l'humanité et corruption laisse un pays très divisé à son sujet. Et puis, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'exploration spatiale. SpaceX a lancé une mission privée, la mission Polaris Dawn. C'est la première fois que des astronautes non professionnels font une sortie dans l'espace. Les États-Unis sont donc favorables à l'élargissement du Conseil de sécurité de l'ONU. L'annonce n'est pas nouvelle, elle a été faite par Joe Biden, le président américain, il y a 2 ans. Mais maintenant, l'administration Biden-Harris met une proposition concrète sur la table. Nous rejoignons notre correspondante sur place, Carrie Newton. Carrie, Washington devrait dévoiler des points précis dans ces prochaines heures, et parmi eux un point qui concerne le continent africain. Oui, c'est d'ailleurs la mesure phare de ce plan américain, d'élargissement du Conseil de sécurité. Washington est favorable à ce que les pays africains disposent de 2 sièges permanents au Conseil. Ce Conseil, je vous le rappelle, en compte actuellement 5, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Chine et la Russie. Washington accède ainsi à la demande du continent africain qui a été bloqué pendant plusieurs décennies, et cette requête aurait-elle plus de chances maintenant d'aboutir alors que l'un des 5 grands la soutient officiellement. Cela va certainement en tout cas changer les dynamiques d'influence ici. Les États-Unis devraient continuer par ailleurs à demander des sièges permanents pour le Japon, l'Inde et l'Allemagne. Ils imaginent donc un nouveau Conseil de sécurité composé de 9 membres permanents. À cause des changements climatiques, il demanderait aussi un siège tournant supplémentaire pour les îles en développement à travers le monde, ainsi qu'un autre pour les pays d'Amérique latine. L'ambassadrice Linda Thomas-Greenfield doit dévoiler ce plan à New York cet après-midi et devrait en revanche rejeter l'abolition du droit de veto. Merci Carrie Newton en direct de Washington pour RFI. Les Nations Unies mais aussi l'Union européenne condamnent la mort de collaborateurs de l'ONU dans une frappe israélienne contre une école abritant des déplacés dans la bande de Gaza. 18 personnes sont mortes selon les secouristes. Ce qui se passe à Gaza est totalement inacceptable, a déclaré le patron de l'ONU, Antonio Guterres. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, s'est dit scandalisé et dénonce un mépris des principes fondamentaux du droit international humanitaire. Israël a affirmé avoir visé des membres du Hamas. La Russie annonce avoir lancé une contre-offensive contre les Ukrainiens dans la région de Koursk. L'armée ukrainienne s'était emparée par surprise d'une partie de ce territoire russe au début du mois d'août. Mais depuis 2 jours, ce sont donc les Russes qui ont repris l'offensive dans ce secteur. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky l'a confirmé ce jeudi. Bonjour Daniel Valo. Bonjour. L'armée russe semble pour l'instant se concentrer sur la partie occidentale de la zone contrôlée par les Ukrainiens. Oui, les combats se déroulent principalement autour de la localité de Snagosti. Les ponts dans le secteur ont été détruits par les Ukrainiens et les Russes ont donc dû construire des pontons pour traverser la rivière Seym et lancer donc cette contre-offensive. Pour l'heure, difficile d'en savoir plus sur l'avancée des forces russes. Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense affirme que le groupement de troupes et les blindés engagés ont repris 10 localités en 2 jours. Côté ukrainien, le président Volodymyr Zelensky confirme que cette contre-offensive a débuté, mais il ajoute
que la réaction de Moscou est conforme au plan ukrainien. L'armée ukrainienne avait pris par surprise cette poche de territoire le long de la frontière au début du mois d'août et elle affirme contrôler plus de 1000 km² ainsi qu'une centaine de localités. L'objectif des Ukrainiens était de reprendre l'initiative alors qu'ils sont en difficulté dans le Donbass. Et les Ukrainiens espéraient détourner une partie de l'effort militaire russe engagé sur leur territoire vers la région de Koursk. Cette stratégie ne semble pas avoir marché puisque l'armée russe poursuit son effort dans l'est de l'Ukraine. Merci Daniel Valo de la rédaction internationale de RFI. Et sur le territoire ukrainien, une frappe russe contre des véhicules de la Croix-Rouge a causé la mort de 3 employés de l'ONG et fait 2 blessés dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Le président ukrainien dénonce un nouveau crime de guerre. Volodymyr Zelensky qui annonce par ailleurs qu'un missile russe a touché en mer Noire un cargo transportant du blé à destination de l'Égypte. Après les sanctions annoncées par les Occidentaux en réponse à des livraisons présumées de missiles balistiques à la Russie, des armes utilisées contre l'Ukraine, l'Iran a convoqué ce jeudi des missions diplomatiques de la France, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de l'Allemagne. Le ministère iranien des Affaires étrangères dénonce une politique occidentale hostile. Un journal en français facile. Au lendemain de la mort d'Alberto Fujimori à l'âge de 86 ans, le Pérou décrète 3 jours de deuil national. L'ancien président avait dirigé le pays d'une main de fer, c'est-à-dire de façon autoritaire entre les années 90 et 2000 et il avait passé les dernières années de sa vie en prison pour corruption et crimes contre l'humanité. Les Péruviens restent très divisés à son sujet, mais ses partisans rassemblés devant l'hôpital où il est mort d'un cancer ont fait part de leur tristesse. Je sais qu'il y a des milliers, des millions de Péruviens qui pleurent. Il a changé l'histoire et le destin du Pérou. Et la fille aînée d'Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, a annoncé la tenue d'une veillée funèbre à partir d'aujourd'hui au Musée national à Lima. L'enterrement aura lieu samedi. 1 mois et demi après l'élection présidentielle au Venezuela, les États-Unis annoncent des sanctions à l'encontre de 16 responsables proches du président Nicolás Maduro. Ils sont accusés d'avoir entravé, gêné le déroulement du scrutin. Les États-Unis, l'Union européenne et plusieurs pays d'Amérique latine ne reconnaissent pas la réélection du président sortant Maduro. C'est une première dans l'histoire spatiale. Des astronautes d'une mission privée sont sortis dans l'espace. Cette opération appelée Polaris Dawn est organisée par la compagnie SpaceX qui appartient au milliardaire Elon Musk. 2 des 4 membres de l'équipage ont pu sortir de la cabine pendant quelques minutes. Bonjour Gali Bonin. Bonjour. Et le commandant de cette mission est donc devenu le premier astronaute non professionnel à s'aventurer dans le vide de l'espace. Oui, il s'agit du milliardaire américain Jared Isaacman. C'est un collaborateur de longue date d'Elon Musk. Ils se connaissent depuis très longtemps. C'est lui qui a financé et lancé le projet Polaris Dawn. Sa sortie de la capsule était diffusée. Elle a été montrée en direct sur le réseau social X. Voici sa réaction. Back at home, we all have a lot of work to do, but from here, Earth sure looks like a perfect world. Je sais qu'on a beaucoup de travail à faire à la maison, mais vu d'ici, la Terre a l'air tout simplement parfaite. Ce sont les premiers mots de l'homme d'affaires, premiers mots chargés d'émotions. Il a passé 10 minutes à flotter à 700 km au-dessus du globe. Après lui, Sarah Gillis, une employée de SpaceX, est sortie à son tour. Tous les deux sont restés accrochés au hublot, à la fenêtre dans le haut du vaisseau. Cette opération avait pour but de tester les premières combinaisons spatiales de l'entreprise. Elles sont blanches, épurées, simples, comme dans les films de science-fiction. Merci Gali Bonin.